Voilà. Nous sommes très heureux d'accueillir Gérard Pirlot, qui est psychanalyste et membre de la SPP, professeur émérite des universités, ancien psychiatre des hôpitaux. Et il a toujours eu une affection depuis de longues années pour Rimbaud. Aussi, nous avons proposé qu'il vienne nous parler parce que nous avons été séduits par son livre « La colère de Rimbaud, le chagrin d'Arthur », qui a été écrit en 2018. Alors, le thème de son exposé, c'est « Poésie et courrier de Rimbaud, une auto-analyse sauvage adolescent ». Et pour illustrer, Marie Dulé va lire certains extraits de Rimbaud. Marie, qui est la fille de notre collègue Christophe. Voilà, je vous laisse la parole. Merci bien Blandine, bonjour à tous et merci de votre présence. Merci à la revue belge de psychanalyse et la société de m'avoir invité. Je viens presque en voisin parce que j'habite Toulouse depuis 38 ans, mais je suis un ch'ti et j'ai fait toutes mes études dans le Nord et j'ai de la famille aussi en Belgique. Enfin voilà. Rimbaud aurait été très content d'entendre cette musique, vraiment, qu'il devait entendre dans les estaminets, enfin peut-être pas le saxophone, je ne suis pas sûr qu'à l'époque ça existait le saxophone. Et ma lecture de Rimbaud, je reprendrai la très belle formule de Dominique Suchet tout à l'heure. Rimbaud, en fait, je l'écoute entre ses paroles. Je crois qu'il faut l'écouter entre ses paroles parce que, comme dit Fabrice Lucchini, souvent Rimbaud, ou la plupart du temps, est incompréhensible. Voilà, donc c'est très bien et je pense qu'il faut avoir vraiment l'écoute analytique pour si on pense. Alors, un petit peu de contexte historique, enfin de biographie, et donc je vais mettre quelques repères parce que, bon, on connaît Rimbaud, mais tout le monde ne connaît pas exactement l'état de la famille, si j'ose dire. Alors, Arthur Rimbaud est né à Charleville le 20 octobre 1854. Chez son grand-père maternel, Jean-Nicolas Suif. Il est le fruit de l'union de Vitaly Suif et de Frédéric Rimbaud, capitaine au 47e régiment d'infanterie en garnison de Charleville, après des années passées en Algérie et au Sahara. Arthur est le deuxième d'une fratrie de 5, Frédéric, frère aîné d'1 an et de 3 sœurs, plus jeune que lui, donc Victoire Vitaly, née en 1857 et morte à l'âge de 3 mois, Jeanne Vitaly, née en 1858, qui mourra d'un cancer osseux à 17 ans en 1875, ce qui va affliger et peut-être même décider à Rimbaud à arrêter la poésie. Isabelle, enfin, née en 1860, qui l'assista dans ses derniers jours et devint exécutrice testamentaire et mourut elle-même d'un cancer en 1917 à l'âge de 57 ans. Alors, le couple des parents d'Arthur ne fut rien moins qu'harmonieux. Profitant de ses différentes affectations pour continuer à vivre en célibataire, Frédéric, le capitaine Rimbaud, ne fit pendant 7 ans que de brefs séjours au domicile conjugal, séjours se soldant à chaque fois par des disputes et systématiquement, et 9 mois plus tard, par une nouvelle naissance, puis, lorsque Arthur eut 6 ans, il quitta définitivement sa famille. Il y a un souvenir écran des disputes familiales chez Arthur, bon, j'y reviendrai pas, mais enfin, des casseroles qui volent, etc. La colère, le chagrin et l'ennui furent constants chez Arthur, bravo. Le contexte d'une enfance sans père, en présence d'une mère au caractère inflexible, et à l'entrée dans l'adolescence, celui de rencontres, et situations traumatiques sur le plan de la sensibilité sensuelle et sexuelle, en plus de celle de la guerre de 1870 et de la Commune de 1871, en déterminèrent les forces. Ces épisodes traumatiques, et ce qu'ils ont de sauvage, déterminèrent à coup sûr un ébranlement précoce du moi, au point d'imposer ultérieurement à celui-ci un travail de pensée, de perlaboration, disions-nous tout à l'heure, et d'écriture, non dénoué de lien avec ce que Freud appelle, en 1910, une analyse sauvage. Paul Claudel invite d'ailleurs à le penser, qui écrit à propos de Rimbaud, « Arthur Rimbaud fut un mystique à l'état sauvage, une source perdue qui ressort d'un sol saturé. » Chez le Rimbaud de 15 ans et demi, une forme de psychanalyse sauvage apparaît en effet dans des formules fulgurantes de sa correspondance comme « je est un autre » ou « c'est faux de dire je pense », on devrait dire « on me pense ». Formule qui aborde les rives de l'inconscient.
Cette psychanalyse sauvage apparaît également dans certains poèmes, en particulier ceux plus tard, vers 17-18 ans, dans la période avec Verlaine, puis dans le naufrage de leur liaison, par exemple, dans Une saison en enfer. Pour le voyant Rimbaud, qui avait inventé la couleur des voyelles, A noir, E blanc, I rouge, E bleu, U vert, qui avait écrit des silences, des nuits, où il avait noté l'inexprimable et fixé des vertiges, comme il le dit dans Délire 2 d'une saison, écrire poétiquement, s'est révélé être psychiquement de plus en plus risqué, ce dont témoignent certaines phrases de Nuit de l'enfer. Je cite « Les hallucinations sont innombrables. Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde, la théologie est sérieuse, l'enfer certainement pas, et le ciel en haut, extase, cauchemar, sommeil dans une nuit de flamme. La poésie et la correspondance de Rimbaud ont ainsi été la voie par où l'inconscient a pu se frayer un chemin à travers le préconscient, parce qu'André Green appelle la translation poétique. Celle-ci permet au fantasme de s'exprimer tout en restant déguisé, ce qui illustrera à merveille l'art poétique de Rimbaud. Dans sa prime jeunesse, hormis le cahier de 10 ans, un petit cahier à l'âge de 10 ans qu'il a fait, qui est passionnant à lire, tant il y a une identification fantasmatique au père, comme dirait Demi-Jola, cette translation donc poétique s'est d'abord opérée dans la langue latine, langue que sa mère ne comprenait pas et qui, du fait de l'absence définitive du père quand il eut 6 ans, lui permet une distanciation nécessaire d'avec elle, une tiers-séisation, laissant libre le déploiement de fantaisies et de fantasmes bien secrets. Par la suite, son génie subjectif fut celui de réussir, en 5 ans, de l'âge de 15 ans à celui de 20 ans, à créer une œuvre dont les spécificités sont telles qu'elles font de lui le premier adolescent, si j'ose dire, de notre modernité. Cette adolescence, qui est une période de séparation et de deuil des objets érotisés et incestueux de l'enfance, fut, notons-le, marquée par les retrouvailles traumatiques avec l'objet nostalgique et érotisé paternel, quand Rimbaud rencontra à 16 ans Verlaine, qui était à ce moment-là en demeure d'être père de son premier enfant et chercha à le séduire. On retrouve par exemple la trace d'un après-coup sublimatoire de cette séduction traumatique et inconsciemment recherchée dans le poème Les remembrances d'un vieillard idiot. Ce poème, sur lequel je reviendrai, met en scène le trouble que suscite la sexualité dans ce qu'elle a de plus sombre, de plus refoulé et de plus troublant. Ce travail d'écriture chez Rimbaud, particulièrement à partir du transfert sur Verlaine, semble alors plonger dans le refoulé psychosexuel et les détresses précoces, les plus profondes, paraissant parfois ainsi relever, je l'ai dit, d'une forme de psychanalyse sauvage. Donc rappelons que dans son texte éponyme de 1910, Freud fait reproche à un médecin ayant précédemment reçu une patiente, âgée d'une 40aine d'années et divorcée, de lui avoir dit tout de go à cette patiente que, devant ses angoisses, il lui fallait, avait-il dit le médecin, ou se remarier, ou trouver un amant, ou encore se masturber, puisque ses angoisses provenaient de besoins sexuels inassouvis. Bref, ce médecin, non-analyste, se prévalait, si les propos de la patiente étaient vrais, que recevait Freud donc, de quelques connaissances des travaux de Freud pour lui donner une solution, entre guillemets, qui en fait s'avérait contre-productive, puisque depuis cette femme se disait convaincue de ne jamais pouvoir guérir, car aucune des solutions ne lui convenait. Bref, le manque de tact du médecin qui n'avait pas attendu, ce dont nous parlions tout à l'heure, attendre avant de faire une interprétation, par un travail psychique que la patiente réalise elle-même d'où venaient ses résistances affectives, écrit Freud, et élabore sa problématique dans le transfert, avait créé une situation traumatique. Ce qui est sauvage était ainsi dans l'interprétation ce qui manque de tact, de par l'absence de cadre établi préalable et de par un manque de respect du temps de latence nécessaire entre le questionnement sur un symptôme et ce qui peut conduire à sa compréhension, puis sa solution. Or, rupture et transgression des cadres de la poésie, voilà les traces sublimes et sublimées de la sauvagerie qui animera Rimbaud. La sauvagerie est ici de laisser émerger dans le style même de l'écriture certains insights provenant d'une turbulence pulsionnelle adolescente. Exemple, la lettre de 1871. Donc, lettre à Georges Isambard, son professeur de français au collège. Charleville, 13 mai 1871. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir.
Je déterre d'anciens imbéciles de collège, tout ce que puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre. On me paie en boc et en fil. Stat mater dolorosa dum pendet filius. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison, pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant voulu rien faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai dans votre principe la poésie objective. Je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore, tandis que je vous écris. Travailler maintenant. Jamais. Jamais je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout. Et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, les nargues inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi. Je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez? Est-ce de la poésie? C'est de la fantaisie, toujours. Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. Le cœur supplicié, ou le cœur du pitre. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe, sous les colibets de la troupe qui pousse un rire général. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. À la vesprée, ils font des fresques ityphaliques et pioupiesques. Oh, flot abracadabrantesque, prenez mon cœur qu'il soit sauvé. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir à cœur volé? Ce seront des refrains bachiques. Quand ils auront tari leur chic, j'aurai des sursauts stomachiques. Si mon cœur triste est ravalé, quand ils auront tari leur chic, comment agir à cœur volé? Ça ne veut pas rien dire. Répondez-moi chez Monsieur de Verrières pour AR. Bonjour de cœur, Arthur Rimbaud. Il est écrit à 16 ans, vous imaginez, à son professeur. Le cœur supplicié, le poème lu, est sans doute, a été écrit après qu'il ait été Rimbaud. Dans un premier temps, il a essayé de rentrer dans la Commune de Paris. Il a été mis en prison. Et on pense que... Enfin, en prison. Et on pense que ce jeune homme de 15 ans et demi, 16 ans en prison a été un peu molesté, si j'ose dire, voire même peut-être un peu séduit par quelques hommes. On a l'impression que ce poème, où il bave un peu, a été pour lui un choc traumatique. Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Avec Maurice Corcos, mon copain, on se bagarre un peu pour savoir s'il a été réellement séduit à ce moment-là ou pas, ou après. Bon, qu'importe. Donc, je continue. Lorsqu'il écrit « Je est un autre », Rimbaud jette en même temps qu'il essentialise cette partie de son moi, qui le met littéralement hors de lui. L'autre, c'est-à-dire sa mère, en fait, et son Dieu, sont perçus subjectivement dans leur radicale altérité par rapport à son moi « je » adolescent qui s'affirme. Avec cette formule, la poésie est ainsi sommée de ne pas ergoter sur le réel, elle doit l'objectiver. Et c'est sous la forme de l'altérité d'un autre et d'un autre en soi qu'elle apparaît au poète voyant. Le non-dupe, ici, n'erre point. Il sait qu'il faut attaquer l'ordre bourgeois et religieux, valeur maternelle qu'il rejette. L'advenu du jeu est à ce prix.
impressionnante objectivité du subjectif, comme l'a écrit le psychanalyste Jean Gilibert. Le jeu est un autre. Rimbaldien brise en effet 4 siècles d'érection en France de la statue de Descartes, construit avec son cogito ergo sum, son « je pense, donc je suis ». D'autant que Rimbaud, excellent grammairien, aux multiples prix scolaires de français, de rhétorique, de latin, écrit « je est un autre » et non pas « je suis un autre ». « Je suis un autre » aurait désigné le statut habituel de l'identification hystérique. Je suis tel ou tel personnage dans telle pièce de théâtre, par exemple. Mais, par contre, « je est un autre » place le jeu dans une situation objectivée, et non celle de sujet de la phrase. Dans celle-ci, l'élément important est ainsi l'autre. Bref, Rimbaud, dont le père est définitivement parti lorsqu'il eut 6 ans, témoigne là de l'existence d'un possible vacillement identitaire de ce jeu, de son incertitude d'être, de son possible statut de bateau-ivre, provenant quand l'autre, qui fonde pourtant ontologiquement la lignée subjective de son moi, se trouve objectivé et en une masse critique chargée d'emprise. Un autre qui n'est autre qu'un autre maternel ayant colonisé, dans ses principes religieux, sa pensée, et cela s'entière pour en limiter l'emprise depuis son plus jeune âge. Autrement dit, le jeu est un autre, témoigne d'une perception géniale de cet autre en nous qui est l'inconscient, le sien propre, comme celui transmis par un autre. L'étincelle de la formule est en effet précédée dans la même lettre par la phrase qui suit, donc qui a été lue. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Évidemment, faut-il le rappeler, Rimbaud ne découvrit pas l'inconscient au sens du refoulé psychosexuel de la définition freudienne. Tout au plus, signifie-t-il l'existence d'un insu, d'un en deçà du langage, constitué de la puissance d'une fantaisie qui, via le poète voyant, ne demande qu'à être exprimée, et donc dérefoulée, si j'ose dire. Un autre aliénant le jeu, mais potentiellement libérateur d'énergie pour peu qu'on s'y affronte, ce qui est le travail de l'analysant. On pourrait dire qu'avec le « on me pense », Rimbaud exprime ce que Victor Tosca développera 50 ans plus tard, à savoir l'existence d'une pensée pouvant être vécue comme provenant du monde extérieur, ce que Tosca a appelé la machine à influencer. Didier Anzieux le dit autrement. Les pensées, les miennes, mais également celles de l'autre, des autres en moi, préexistent aux pensées. Elles l'appellent, le suscitent. Le pensée se construit par auto-organisation, écrit Anzieux. Toujours pour Anzieux, dont la réflexion s'étaye sur les travaux de Bion, l'être humain pense d'abord avec les pensées d'autrui, ce qui rejoint la réflexion de Bion sur l'existence de pensées préexistant aux pensées. Et si tout humain pense d'abord avec sa peau, la question est de savoir si c'est avec la sienne ou si c'est avec la peau d'un autre, dit encore Green. Dès lors, ne peut-on avancer que ce qui organise primitivement le pensoir en nous n'est pas ce que tente d'approcher par sa voyance Rimbaud, à savoir le contenant psychique de pensée, en particulier celle venant de sa mère et de son amour passionnel pour son capitaine de Marie, revenant à chaque fois de ses garnisons pour lui faire un enfant, et même quant à elle, s'en aller jusqu'à le retrouver à Strasbourg pour être ensuite enceinte de leur dernier enfant. Vitalie, Rimbaud, donc la mère, avait toutes les places, celle de la mère, du père, de l'éducateur qui tenait à la main le livre du devoir dans les poètes de 7 ans, et alors que cette fonction aurait dû également revenir au père. On va l'entendre dans ce beau poème. Les poètes de 7 ans. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant, des tiques noires, quelques traits, semblaient trouver en lui d'âpres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les 2 poings à l'aine, et dans ses yeux fermés pour les déploie. Une porte s'ouvrait sur le soir, à la lampe, on le voyait là-haut qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été, surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Quand on lavait les odeurs du jour, le jardinet, derrière la maison en hiver s'illuminait,
gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'âme, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés au rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait, l'œil brun, folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Les barrelles meurtries des poings et des talons remportaient les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs en 3 roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses quand, dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âprement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul et couché sur des pièces de toile écrues et pressentant violemment la voile. Petite parenthèse d'ailleurs, vous voyez dans ce poème que le tropisme érotique, libidinal de Rimbaud est hétérosexuel. Il parle des filles. Et un nombre de... Non mais je le dis parce qu'on voulait le mettre en panthéon avec Verlaine pour des raisons d'homosexualité, certes, mais il a été détourné. Rimbaud, ses premières amours sont féminines. On lui avait même prêté une petite copine quand il était une petite brune aux yeux bleus, paraît-il. C'est son copain, son ami d'enfance, Ernest Deleuil, qui le relate. Et les premiers poèmes, comme Rêver pour l'hiver, tout ça, Rêver pour l'hiver, c'est même écrit, il est destiné à une certaine elle, à elle. Vous voyez, donc, bon, enfin, je dis ça pour établir un peu ce que l'on pense habituellement de Rimbaud. Et il a vécu aussi en Abyssinie, en Afrique, avec une femme, une certaine Marianne, paraît-il. Voilà. Donc je lui dis comme ça. Le capitaine, dans la pensée du petit Arthur, ne pouvait qu'être un être symbolique, une simple désignation presque dépourvue de substance, et dont seuls les lieux de résidence, l'Algérie, la Crimée, il avait fait la guerre de Crimée, Grenoble, Lyon, Strasbourg, favorisèrent le fantasme d'identification, selon l'expression d'Alain de Mijola. Après l'abandon de la poésie, qui le débarrassa de ce pansoir maternel, Rimbaud s'identifiera à son père, se faisant absent à sa mère par ses longs voyages et pérégrinations en Europe, en Indonésie, puis définitivement en Afrique, comme son père. En attendant, à la fin de sa vie poétique, dans La Vierge folle d'une saison en enfer, qui date de 1873, donc là, il a 19 ans, au moment où Rimbaud prend conscience de l'échec de sa relation avec Verlaine, apparaît ce poème comme une plongée dans l'inconscient des pensées maternelles, dans ce on désubjectivé contre lequel lutte Rimbaud. Dans sa poésie, en effet, celle des premiers temps jusqu'à celle d'une prose, d'une saison et des illuminations, s'exprime la peur viscérale de l'indifférenciation entre l'inanimé et le vivant, comme dans Les Assis, les bigots, où les bigots se transforment en chaises. Son angoisse est celle existentielle, comme dans le « Je me dissous, je m'en vais au vert », écrit-il dans Nuit de l'enfer.
Dans cette saison en enfer, le système d'indifférenciation et le flou identitaire apparaissent encore dans des formules comme les marais occidentaux, les légumes à queue. Au matin, j'avais le regard si perdu, la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont même pas vu. Dans Mauvais sang. Ou encore, à ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée. L'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure et je ne suis plus au monde. Nuit de l'enfer. L'univers redouté d'une saison est celui de la flaccidité, du manque à être, presque du visque dont parle Jean-Paul Sartre, autre, orphelin de père, à la fin de l'être et du néant, ou encore celui d'un monde interne liquide, comme celui d'une société sans père, du même nom qui est aujourd'hui, paraît-il, la nôtre, selon, je ne sais plus comment il s'appelle, ce sociologue anglais là, qui a décrit la société liquide. En contrepoint. Et pour lutter contre cette indifférenciation, Rimbaud veut que sa poésie soit objective, vous l'avez entendu dans la première lettre, jusqu'à trouver le lieu et la formule. Son départ à Paris et peu avant ses 3 fugues, alors qu'il a 15 ans et que la guerre de 1870 arrive à Charleville, signe cette crainte, s'il restait dans sa ville, c'est celle d'être englouti ou désidentifié dans l'univers du on qui n'est autre que celui maternel. Il y a chez lui une peur d'être enseveli avec les morts qui hantent la psyché maternelle. La mère de sa mère, morte alors que celle-ci, Vitalie, la mère donc, n'avait que 5 ans. Le père de sa mère, avec qui elle vécut jusqu'à son mariage. Enfin, la sœur, la petite sœur Victoire Vitalie, morte à l'âge de 3 mois, quand Arthur avait 2 ans. Est-ce le souvenir de cette petite sœur morte qui apparaît dans ces vers d'enfance des Illuminations? Je cite Rimbaud. C'est elle la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépasse descend du perron. La calèche du coussin crie sur la table. Le petit frère, il est aux Indes, là le couchant sur le près-deuillet. Les vieux qu'on a enterrés tout droit dans les remparts aux giroflées. On entend encore dans Mauvais sang, ou encore dans Mauvais sang d'une saison en enfer. Connais-je encore la nature? Ne connais-je plus de mots? J'ensevelis les morts dans mon ventre. Crie tambour, danse, 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 danse. Et je ne vois même pas l'heure où les blancs débarquent. Je tomberai au néant. C'est dans ce fond de mélancolie blanche. Est-ce que je lis maintenant? Eh bien, vous pouvez, peut-être. Voilà. Oui, parce qu'il me semblait qu'il y avait une coupure. Voilà. Donc, Mauvais sang dans Une saison en enfer, 1878. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. D'eux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure, surtout mensonge et paresse. J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle la main. Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intacte, et ça m'est égal. Mais qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle est guidée et sauvegardée jusqu'ici m'apparaisse? Sans me servir pour rien même de mon corps, les plus oisifs que le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une famille d'Europe que je ne connaisse. J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de la Déclaration des droits de l'homme. J'ai connu chaque fils de famille. Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France, mais non, rien. Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tué. Je me rappelle l'histoire de la France, fille aînée de l'Église. J'aurais fait maintenant le voyage de Terre Sainte. J'ai dans la tête des routes dans des plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solim. Le culte de Marie, l'attendrissement sur le crucifié s'éveillent en moi parmi 1000 féeries profanes. Je suis assis, lépreux sur les peaux cassées et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. Plus tard, reître, j'aurais bivaqué sous les nuits d'Allemagne. Ah, encore, je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants. Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci, le christianisme. Je n'en finirai pas de me revoir dans ce passé. Mais toujours seul, sans famille. Même, quelle langue parlais-je?
Je ne me vois jamais dans les conseils du Christ, ni dans les conseils des seigneurs représentants du Christ. Qu'étais-je au siècle dernier? Je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres vagues. La race inférieure a tout couvert. Le peuple, comme on dit. La raison, la nation et la science. Oh, la science. On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, le viatique, on a la médecine et la philosophie, les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient. Géographie, cosmographie, mécanique, chimie. La science, la nouvelle noblesse, le progrès. Le monde marche. Pourquoi ne tournerait-il pas? C'est la vision des nombres. Nous allons à l'esprit. C'est très certain. C'est oracle ce que je dis. Je comprends. Et ne sachant m'expliquer sans parole païenne, je voudrais me taire. Le sang païen revient. L'esprit est proche. Pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas en donnant à mon âme noblesse et liberté? Hélas, l'évangile a passé. L'évangile. J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. Me voici sur la plage armoricaine, que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite, je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ses chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé. Maintenant, je suis maudit. J'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. Ça date, c'est dans les derniers poèmes, hein, quasiment, hein, de Nuit en enfer. Et vous voyez que c'est programmatique aussi. Hein, on sent le vent du large. Il le dit, il annonce qu'il va quitter l'Europe. Et alors, il y a quelque chose qui est absolument incroyable, moi je trouve, c'est cette phrase. Quand il dit « Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds », c'est exactement ce qui va se passer 25 ans plus tard, quand il va revenir de Djibouti, enfin d'Érythrée, à l'hôpital de la Conception de Marseille, et que sa sœur, Isabelle, va le soigner, et sa mère aussi. Je trouve cette phrase incroyable. Une espèce de prescience psychanalytique, c'est fulgurant. Voilà. Alors, on va passer, peut-être avant de terminer, sur un autre versant un petit peu de ce que sa poésie peut exprimer aussi, de prescience et même, encore une fois, presque sauvage, de façon assez sauvage. Donc c'est dans ce fond de mélancolie blanche, renforcée par la guerre de 1870, qu'à 16 ans, 4 ans avant une saison en enfer, Arthur arrive à Paris. Le destin va le mettre sur le chemin de celui qui l'y invite, un poème de 10 ans son aîné, Verlaine, qui, alors qu'il allait devenir père, avait déjà eu quelques expériences homosexuelles, alors qu'il était surveillant dans un lycée, au point d'y entraîner Arthur, pour qu'il fût un ami, un amant, mais également un père substitutif, pourvoyant à son logis et à sa nourriture. Date de ces années avec Verlaine, le poème déjà cité, mais alors là j'y reviens, Les Remembrances du vieillard idiot, qui se présente comme un texte coécrit avec Verlaine, qui atteste d'une compréhension précoce, quasi psychanalytique, de la séduction que le père peut susciter chez l'enfant quand il en a été privé dans l'enfance et qu'il réapparaît, ce père, à la puberté. Ce père devenu vieillard fait figure d'étranger potentiellement séducteur alors que l'enfant est devenu un pubère dont la libido confond tendresse et séduction sexuelle, comme dirait Ferenczi. La proximité est ressentie dans un affect de culpabilité envers ce père que renouvelle au milieu du poème, je n'ai pas mis tout le poème parce que ça ferait trop long, donc renouvelle le « haut pardon ». Alors là je cite un peu « haut pardon », dit-il, écrit-il, écrivent-ils. « Je songeais à mon père parfois, le soir le jeu de cartes et les mots les plus grivois, le voisin et moi qu'on écartait choses vues, car un père est troublant, et les choses conçues, son genou câlineur, son pantalon, dont mon doigt désirait ouvrir la fente, oh non, pour voir le bout gros, noir et dur de mon père.
dont la pileuse main me berçait. L'appétit pour le père retrouvé joue sur la négation des négations qui signe le jeu du conflit pulsionnel entre désir et interdit. Mon doigt désirait ouvrir la fente ou non. C'est quand même incroyable. La première interjection, oh, et la seconde, non, exprime les velléités d'une dénégation sur l'expression d'un désir irrépressible. Le « oh, non » signifie tout bonnement « oh, oui ». Mais dans le respect toutefois de l'interdit de dire, qui suggère un contrôle, une inhibition de ce que la levée du refoulement du fantasme révèle de la sexualité infantile sur la sexualité actuelle, adulte de Rimbaud. Saluons ici le dispositif poétique de la parodie et de la fausse signature, cadre spécifique du jeu poétique, construit dans le partage avec un autre, ici Verlaine, qui permet, comme le cadre analytique, la libération du refoulé sexuel, comme aurait pu le faire un rêve ou un lapsus. Dans l'ambiance de resexualisation du surmoi propre à l'adolescence, tout élan affectif envers l'imago paternel porte en effet en elle une charge de séduction chargée d'une confusion des langues, entre tendresse et sexualité, je l'ai dit. Cette confusion des langues est encore dans ce poème Remembrance, savamment mise en représentation dans l'expression « la main pileuse » qui berce. C'est-à-dire poilue, donc sexuée, qui est celle qui, de manière provocatrice et ambiguë, berce le pubère comme on berce un nourrisson. C'est troublant, très troublant. La sexualité vécue comme un fantasme de séduction traumatique, pédophile, est dans ce poème évident, jusqu'à toucher le blasphème, puisque dans les vers suivants, le narrateur énumère parmi les fouilles du grenier ce qu'il veut taire. Les almanachs recouverts de rouge et le panier de charpie, et la Bible, et les lieux, et la bonne, et la Sainte Vierge, et le crucifié. Après la désacralisation du sexe interdit et convoité du père, la chute des idoles religieuses, catholiques et parricides empruntent au même mouvement transgressif, on parlait de transgression tout à l'heure, que le déicide. Après son Mère d'adieu écrit sur les murs de Charleville, il était connu pour ça, Rimbaud en vient à exprimer ainsi la mort à Dieu, Dieu la mère évidemment, plus que Dieu le Père. Dieu la mère, c'était Patrick Néraud. Magnifique rapport et livre. Rarement Rimbaud aura prospecté avec autant de prescience analytique le monde traumatique de la sexualité de l'enfant et de l'adolescent. Le fait que le jeu du texte ne soit pas explicitement celui de l'auteur et que le discours ait prêté à un autre, paratexte, lui ont permis de mettre en scène ce fantasme sexuel sans que le narcissisme, si j'ose dire, de son moi écrivant puisse en éprouver un débordement coupable. Ce procédé littéraire a servi à tromper le surmoi resexualisé par l'adolescence et la relation homosexuelle en cours avec Verlaine, relation d'abord cachée à la mère, puis à demi acceptée par elle. Cette relation ne fut pourtant pas sans susciter un sentiment inconscient de culpabilité provenant d'une capacité de séduire par où, variante du fantasme un enfant est battu, et comme l'a montré Catherine Chabert, le sujet est pris dans la séduction pour mieux s'en auto-accuser. Ceci ouvre à une version mélancolique de la culpabilité, pouvant amener par la suite des conduites autopunitives et autodestructrices qui ne manqueront pas chez Rimbaud. Là aussi, c'est profondément lié. Dans la relation à Verlaine, Rimbaud se présente ainsi comme le séducteur qui vit au crochet de son mentor et qui sexuellement le domine activement, le fait souffrir, en multipliant les humiliations, les injures, les colères et les menaces de départ. Une fois la relation avec Verlaine finie, Arthur sera celui qui délaissera son ami, puis la poésie elle-même, pour une fois rédiger une saison en enfer et les illuminations, s'en aller, souffrir sous des climats absurdes et atroces. D'ailleurs, c'est à Bruxelles que ça va se passer, cette rupture définitive, vous le savez comme moi. Voilà, avec le coup de pistolet de Verlaine qui ne supporte pas que son ami parte une fois de plus, et là, véritablement définitivement. Bref, d'une autre manière que Freud, Rimbaud montre que Remembrance, comme dans Les Poètes de 7 ans, d'une part que les enfants ont une vie sexuelle, sensuelle, bien avant la puberté, d'autre part que la vie sexuelle adulte est largement contaminée par des désirs infantiles transgressifs. La relation avec ce jeune père qu'est Verlaine accentuera la confusion entre le vœu infantile d'avoir un père et la mise en acte par le sexe de ce fantasme. On pourrait penser que ce que Rimbaud appelle voyance du poète relève de cette confusion recherchée entre réminiscence d'un passé fantasmé et l'actualisation dans le réel
de celui jusqu'à se mettre à l'écoute des voix intérieures qui inondent, si j'ose dire, un petit peu le début d'une saison. La polyphonie des voix intérieures, perception aiguisée des processus primaires de pensée au plus près des affects, dont on parlait tout à l'heure, donne à la psyché adolescente d'Arthur une puissance insensée d'éclatement par où il se décrit lui-même comme étant un opéra fabuleux. Vraiment. Je pense, quand on est en analyse, c'est à peu près pareil. On a l'impression d'être un opéra fabuleux. L'âge d'or ou la comédie de la soif décrivent les temps où différentes voix intérieures réprimandent sévèrement un jeu tourmenté par 1000 questions, qui se ramifient. Rimbaud paraît découvrir ce que Freud, dans sa lettre à Fliss, du 2 mai 1897, appelle sans doute dans une cryptomnésie des travaux de Pierre Janet la pluralité des personnes psychiques. Dans l'âge d'or, en effet, il rend ainsi sensible, Rimbaud, la confusion, mais aussi la différence touchant des voix intérieures en lui. Deux se détachent, l'une qui vient de l'enfance, ses images, simples et pures, l'autre, l'avertissant que le monde est vicieux et qu'il convient de s'en protéger en se mettant hors jeu, seule condition pour accéder à une paix intérieure que figure un joli château, hors d'âge, loin de tout lieu habité. Dans Comédie de la soif, poème composé les premiers mois de 1872, les dialogues sont ceux avec des instances habitant un narrateur désigné par moi, les parents, l'esprit et les amis. Tous proposent au moi, donc, différentes manières d'apaiser sa soif. Mais le moi, comme l'observe le lecteur, les récuse tous. Aux grands-parents qui exaltent les boissons de la maison et de la famille, les vins, l'eau, le cidre et le lait, les liqueurs, il répond comme l'absent qui court vers d'autres soifs. À l'esprit, tout à l'heure, l'esprit revient souvent, il va à l'esprit vraiment, Rimbaud. À l'esprit qui parle d'ondine, de neige, de mer, il dit non, et renvoie aux légendes, aux figures et à leur impuissance à le désaltérer, proclamant la folie de la souffrance et de la soif. Aux amis qui l'appellent « Viens, viens », vers la camaraderie des vagabondages et des bistrots, et vers les liqueurs vertes, l'absinthe, il oppose la même défection. J'aime autant mieux même pourrir dans les temps. Ces réminiscences, conjuguées à des voix intérieures contemporaines, de moments et de joie et d'extase, ou de doute et de culpabilité, deviendront de moins en moins contrôlables, jusqu'à côtoyer le danger de la folie, ce dont rend compte l'alchimie du verbe d'une saison en enfer. Il écrit « Aucun des sophismes de la folie qu'on enferme, n'a été oublié par moi. Je pourrais les redire tous. Je tiens le système. Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours et, levé, je continuais des rêves les plus tristes. » C'est dans Délire 2 d'Alchimie du verbe. Entrecoupé de citations, de vers, la structure textuelle d'une saison en enfer, 7 poèmes au total, crée ici une modulation dramatique alternant des récitatifs. Dans ceux-ci apparaissent des étapes chronologiques. Ce fut d'abord une étude, écrit-il, en employant le passé simple ou l'imparfait. Enfin, le bonheur, je m'habituais à l'hallucination simple. Parfois, j'expliquais mes sophismes magiques par l'hallucination de mots. Je finis par trouver le sacré, le désordre de mon esprit. Ça devrait être la devise de toute analyse, d'ailleurs. Tout cela permet les points de pause et le regard rétrospectif. Cela s'est passé, je sais aujourd'hui saluer la beauté. Il s'agit en somme d'une prosodie baroque, d'un esprit adolescent se trouvant dans un relatif désordre. L'aspiration régressive va jusqu'à l'hallucination de mots, donc trouvant une félicité, celle des chenilles ou des taupes, où transparaît un reflux de toute sexuation-castration. L'état animal promeut la dissolution de soi, le retour de l'innocence et la virginité. Le mot innocent est un des mots qui revient le plus dans les poésies de Rimbaud. Cet état soutient la quête d'un principe de nirvana, éteignant toutes les tensions conflictuelles qu'entraîne la condition de l'homme et d'être sexué. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles, qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil et la virginité. Oh, le moucheron enivré à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache. Et que dit Souriant ? Dans cette fuite de toute sexuation, l'image végétale et asexuée est ainsi appelée à la rescousse, comme dans une chanson de la plus haute tour. Bon, je ne vais pas citer. L'expérience du vers libre, telle l'association libre dans la séance analytique, mais ici sans écoute pour donner un contenant à une parole aussi dérivante qu'un bateau ivre, a rapproché véritablement Rimbaud de la folie. Ce n'est qu'après coup que Rimbaud prit conscience vers 1873, donc dans l'écriture d'une saison,
de l'histoire, dit-il, de l'histoire de mes folies, intimement liée à l'activité d'écriture. Et il écrit dans Prologue d'une saison, « Et j'ai joué de bon tour à la folie ». Alors ça m'a fait penser, je l'ai rajouté d'ailleurs, à cette magnifique phrase de Freud dans une lettre à Fliss, dont je ne me souviens plus parce que ça m'est venu hier soir. C'est quand Rimbaud écrit « J'ai joué de bon tour à la folie », je me dis mais ça se rapproche de la formule de Freud quand il dit en fait j'ai réussi là où le paranoïaque échoue. Voilà. C'est un peu ce que dit Rimbaud. Voilà, j'ai joué des bons tours à la folie. C'est un peu ça. Alors avant de terminer, parce que je ne veux pas être trop long, je ne sais pas jusqu'à quand je peux parler ou pas. Jusqu'à midi, puis alors on va faire un échange, des questions pendant le quart d'heure. D'accord. Donc à la condition, et avant de terminer, à la condition de la poésie d'être un long immense et raisonner des règlements de tous les sens, de la lettre du 15 mai 1871, répondent ainsi 2 ans plus tard Une saison en enfer, où le désordre d'esprit, qualifié de sacré, la double hallucination, à ce qu'il nomme les sophismes de la folie. La folie, donc, Rimbaud l'a effectivement risqué, poétiquement, et du fait de sa relation amoureuse avec Verlaine, jusqu'à l'endo-percevoir en lui, et endo-percevoir en lui aussi une figure surmoïque, culpabilisatrice, qui, à mon avis, a à voir avec je vais arrêter de lire, avec l'abandon de la poésie. Je crois. D'ailleurs, il y a un moment, sa sœur Isabelle lui demande « Mais pourquoi as-tu abandonné la poésie ?» Alors c'est en 1875 quand il revient de l'Allemagne, etc. Et il lui dit « Ce n'était que des rincures, que des rincures. » Et je crois qu'il a essoré son esprit du mal, de la destructivité, et cette poésie incarnait trop aussi cette relation. Moi, je pense que dans l'homosexualité avec Verlaine, il n'était pas aussi bien que ça. Et je pense que la poésie, en tout cas les 3 dernières années de poésie, celle écrite avec Verlaine, ont fait que définitivement il a voulu rompre avec la poésie comme il a voulu rompre avec Verlaine. Les deux étaient intimement liés. Donc il fallait un autre départ. Et alors, le départ, là aussi fantasme d'identification, autant Verlaine a pu représenter effectivement, puisqu'il était un jeune père, a pu représenter, comme Isambard, son professeur à qui il écrit d'ailleurs au départ, une figure paternelle sur laquelle s'appuyer, là où il manquait de père. Enfin, c'est quand même fou, parce que c'est vrai que Rimbaud arrive avec le bateau ivre à Paris, et quand il rencontre Verlaine, quand Verlaine lui dit de venir, et je crois que Verlaine a incarné ce père qu'il n'a jamais eu, évidemment. Et le piège inconscient s'est refermé sur lui comme ça. Mais une fois définitivement tourné ce piège, je crois qu'une autre manière de retrouver ce père, effectivement, était de voyager, et pas n'importe où d'ailleurs, essentiellement en Afrique, là où avait été le père. Mais après avoir fait quasiment un tour du monde, Rimbaud. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, il est allé jusqu'en Indonésie, les Indes néerlandaises, puisqu'on est en Belgique, l'Indonésie, c'était les Indes néerlandaises. Il s'est engagé comme marin hollandais, sous un faux nom. Il est parti là-bas, et moi j'aime bien cette petite histoire où, alors à peine arrivé, alors qu'il était dans l'armée hollandaise, il s'est fait engager dans l'armée. À peine arrivé en Indonésie, évidemment c'est Rimbaud, il déserte, 2 jours après il déserte, évidemment, donc il trouve un autre bateau pour revenir en France, et le bateau est un bateau anglais, The Wanderer d'ailleurs, Wanderer, voilà, l'errant, voilà, et comment dire, et alors le bateau s'arrête à Sainte-Hélène, pour remonter en Irlande, donc à Sainte-Hélène tout le monde débarque, sauf un, Rimbaud. Il a dit, il n'est pas question que je mette le pied à Sainte-Hélène où a été inhumé l'empereur. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Gérard Perello, pour cet abord de Rimbaud, rapide, évidemment, un peu trop rapide, parce qu'il y aurait tellement à dire, et c'est infini, bien entendu. Alors, je vais peut-être laisser la parole à la salle, ou bien à vous, si vous avez des questions ou des réactions. Vous ? Oui,
C'était vraiment... merci beaucoup. D'entendre et de découvrir. Moi, je découvre absolument le texte. D'accord. Et juste, premièrement, je trouve que tu fais une réhabilitation ou un éclairage absolument formidable de la question de la psychanalyse sauvage. Parce qu'on a tendance à penser, enfin j'avais tendance à penser jusqu'à aujourd'hui, que psychanalyse sauvage désignait l'intervention traumatique par d'un autre, entre guillemets psychanalyste, qui va trop vite. Quoi, c'est ça. Mais là, c'est quasiment autre chose. C'est-à-dire que c'est la rencontre avec la sauvagerie de l'inconscient. Oui, tout à fait. Et ça, c'est formidable de penser ça, parce que, au fond, je pense à mettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intervention de l'autre peut être sauvage, mais parce que c'est la rencontre, comme peut faire le texte, alors, la poésie. Et alors peut-être que c'est une question, je ne connais absolument pas profondément, je suis une lectrice ordinaire, je dirais, donc, de Rimbaud, donc je ne connais pas la profondeur, mais Rimbaud arrête d'écrire, c'est la sauvagerie de l'inconscient qui d'accord, c'est le propos de ton texte. L'autre chose que j'ai retenue, c'est la question, la réhabilitation de quelque chose que j'aime beaucoup, la notion, j'aime beaucoup m'y référer, de l'endoperception. Endoperception psychique, quelque chose dont on parle peu, que Freud évoque dès le début dans l'interprétation du rêve, qu'il ne lâche pas. C'est-à-dire la capacité de pouvoir percevoir en soi quelque chose qui n'est pas encore là et qui prend forme en général dans le rêve, par exemple, ou dans une pensée latente, comme ça. Alors, je repense à ce que tu as dit sur les femmes soignant les hommes venant d'Afrique. Et tu dis une espèce de prévision. Mais est-ce que c'est une prévision ou est-ce que c'est une réminiscence? Parce que les femmes soignant les hommes venant d'Afrique, c'est sa mère. Enfin, je ne sais pas. C'est à partir de ce que tu as dit aujourd'hui que j'ai eu cette pensée que quand même cette femme, le petit Arthur, il voyait quand même une femme soignant quelqu'un revenant d'Afrique. Et non, c'est faux. D'accord, c'est pas historique ça. C'est une construction à côté. Bon, d'accord. Donc, en tout cas, la question de l'endoperception, projection ou retour de quelque chose. Voilà, c'est la question. Et puis, dernier point qui m'a intéressé, c'est le vent d'erreur. Évidemment, ça nous a fait sourire. Et du coup, ça ramène Goethe, auquel j'ai pensé tout à l'heure, enfin un peu plus haut, quand le souvenir écran, c'est juste une anecdote, le souvenir écran, les casseroles qui volent, c'est Goethe, souvenir d'enfance. Oui, tout à fait. Oui, je le mets dans le bouquin. Ah ben d'accord, je vais lire le bouquin. Oui, absolument. Le travail de Freud sur le souvenir d'enfance de Goethe, ou les casseroles qui passent par la fenêtre, etc. Et qui montrent toute la détresse infantile face au couple parental. J'ai fait la relation. C'est formidable, je vais lire ça. Non, pourquoi je pense pas? Parce que, en fait, le père est allé en Algérie, d'ailleurs, où il a combattu Abdelkader. Mais bien avant de rencontrer Madame Rimbaud, enfin, Mademoiselle Suif Rimbaud, futur Rimbaud, bien avant, je veux dire, une fois qu'il est avec elle et qu'il lui fait des enfants tous les 9 mois à peu près, en fait, il est en garnison en France. Donc jamais il a été... moi, je pense que c'est... En t'écoutant, je me disais, c'est le lien... Rimbaud se projette, il veut partir. Et je pense que, d'ailleurs ça revient y compris dans ce qu'on a lu comme texte, et même dans les poètes de 7 ans, il veut partir en Orient, c'est évident. Là où il fait chaud, c'est évident. Il avait horreur du froid. Donc comme le père, ça c'est vrai. Comme le père. Mais je pense que la culpabilité, moi je pense qu'il y a quelque chose d'une forme de pulsion de mort et de culpabilité qui fait qu'il ne pourrait revenir que sous forme, je pense que c'est une projection, que sous forme d'un infirme. Mais son père, alors là où je vais dans ton sens, où il y a peut-être de la réminiscence, pardon, c'est que, mea culpa, c'est vrai, j'entends, c'est que avant la naissance d'Arthur, le père a fait la guerre de Crimée. Donc peut-être que Madame Rimbaud, jeune, peut-être qu'elle s'est fantasmée, elle, le recevant son mari en morceaux devant le... Peut-être que ça a été un fantasme familial, peut-être aussi, que le père revienne un peu échardé de la guerre de Crimée. Et après, une fois que Rimbaud grandit, le père, non, il est en garnison en France. Mais
Bon, c'est difficile, mais enfin, en tout cas, cette phrase, elle est absolument troublante. Parce que c'est exactement comme ça qu'il est revenu. C'est sur une civière, c'était un voyage épouvantable. Il avait un genou qui faisait 10 fois sa taille, il avait des douleurs atroces. C'était des porteurs abyssins qui portaient cette civière et qui ne faisaient que tomber. Enfin, vous imaginez, c'était vraiment une saison en enfer, en fin de compte. Là aussi, une saison en enfer, moi je pense que c'est à la fois vraiment, alors la Vierge folle, tout ça, je vous invite à lire le poème, mais aussi avec, encore une fois, l'écoute entre les paroles, comme tu dis. Parce qu'il semble décrire le couple avec Verlaine, mais moi j'entends le couple avec les parents. Mais franchement, la Vierge folle, pour moi c'est peut-être plus Vitali que Verlaine. Enfin voilà. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que cette sauvagerie de l'inconscient, c'est quand tout se superpose de façon générationnelle. Et enfin, je dois dire pour terminer que c'est vrai que je me suis intéressé à Rimbaud et depuis longtemps, et plus je m'intéressais à lui, plus je retrouvais dans ma consultation avec mes patients, en fin de compte, je trouve de plus en plus de jeunes qui sont un peu rimbaldiens sur le savoir, c'est-à-dire le père absent, la mère qui mène tous les combats, une rage, je veux dire, devant des situations de dysfonctionnement parentaux ou sociétaux après, un chagrin, une dépression infantile ou pubère. Et je me dis, franchement, Rimbaud représente bien cette jeunesse qu'on a au cabinet, fréquemment. Je trouve que sa poésie, moi, m'a permis aussi de saisir l'entreparole. Voilà, je m'adresse à vous qui voudrez poser une question ou réagir, associer ce qui a été dit. C'est difficile, avec un génie, c'est difficile. Pas moi, lui. J'ajoute, on ne sait jamais, parce que comme c'est filmé, on pourrait aimer s'interpréter, c'est pour ça. Je peux insister ? Oui, je vous en prie. Oui. Parce qu'au fond, la question, tu dis non, le père n'était pas blessé. Il n'était pas en Afrique, il était en France. D'accord, ça c'est la réalité. Oui, non mais, je suis d'accord. Parce que... Non mais c'est infiltré, évidemment, de fantasmes. Mais il n'empêche... Bon, d'accord. Non mais je suis d'accord. Mais disons que, alors, après coup, pour le lecteur, y compris psychanalyste ou pas, cette phrase prend un relief particulier. On va simplement dire ça. Oui. Après, c'est nos constructions, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est ma construction. Et en plus, je ne l'ai pas eu sur le divan, donc forcément, c'est biaisé. Comme dit Green, d'une certaine façon, l'analysé du texte n'est pas l'auteur, mais le psychanalyste. Oui, moi je voulais simplement remercier Marie pour sa lecture et son interprétation qui nous ont fait vibrer, vraiment ressentir de très très près les affres vécus par Rimbaud. Voilà, je trouve que c'était pas un complément, mais quelque chose. L'âme peut-être de votre texte plus théorique, et là on avait vraiment la vibration de la poésie. Et ne pas oublier que le seul livre publié de Rimbaud le fut à Bruxelles. Une saison en enfer. Qui remporta aucun succès. Oh, l'interprétation du rêve, non. Oui, c'est vrai. Oui. Jean-Paul. Oui, juste une question à travers ce que vous avez développé autour de la notion de la confusion des langues. Bien sûr, à travers la relation de Rimbaud avec Verlaine, mais plus une question comme le travail Ferenczi sur la problématique, disons, qui est vécue par des enfants ou des adolescents.
Et ma question était, je ne vais pas la reprendre parce que tout le monde le connaît, mais si cette, comment on pourrait dire, mise en application de la confusion des langues n'ouvre pas une voie vers l'hallucination, vers l'hallucinatoire en permanence. Si. Voilà, c'est ça ma question. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Même on pourrait dire, je pense à ça, je pense même que l'hallucinatoire est à travers la voyance, mais la voyance, il a décrit déjà dans une lettre qu'on a citée tout à l'heure, qui est antérieure à la rencontre. Hein. Et je pense que la rencontre, effectivement, avec cette confusion entre le fantasme inconscient de retrouver le père et la tendresse qu'on en attend, qu'on peut retrouver dans les remembrances que j'ai cité tout à l'heure, et avec la réalité, là pour le coup, d'un séducteur qui, lui, a déjà séduit des jeunes garçons quand il était surveillant à un lycée près d'Amiens, qui était Verlaine. Donc, je pense qu'effectivement, ça met dans un état de confusion hallucinatoire, une hallucination quasiment défensive, pour éviter, je veux dire, je pense... alors, le génie poétique de Rimbaud, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui raflait tous les prix en école primaire, au collège. Hein, c'est extraordinaire. Les premiers poèmes, il faut les voir. Comment ils sont construits, ils sont en latin. Mais c'est incroyable, là aussi, avec des réminiscences de son père, etc. Enfin bon, bref. Et je pense que cette structure presque consciente et, comment dire, linguistique, lui a permis d'aller dans le chaos et la sauvagerie, de tomber, je veux dire, dans un état de confusion. Mais en même après, il y a eu aussi des échappatoires, si j'ose dire, peut-être pour renforcer aussi l'hallucination avec l'absinthe, etc. Bon, il n'en a pas, il n'est pas devenu alcoolique, hein, mais il se laissait un peu aller. Mais moi, je pense que oui. Heureusement, il a pu trouver, il était déjà armé, je veux dire, intellectuellement, pour en faire quelque chose, je dirais, de cette hallucination. C'est ça aussi qui est incroyable par rapport aux patients qu'on a, qui sont aussi parfois dans un état de sidération ou d'hallucination quasiment. Moi, je vois des cas limites, c'est quasiment hallucinatoire. Hein. Or, il y a des histoires comme ça, fantasmées ou réelles, je veux dire, de confusion, je veux dire, à la fois identitaire, générationnelle, etc., incestueuse parfois. Là, ce qui sauve Rimbaud, c'est quand même, vous voyez un peu la qualité des lettres qu'il peut envoyer, je veux dire, à l'âge de 15 ans et demi à son professeur. Enfin, aujourd'hui, quel ado pourrait écrire comme ça? Enfin, il y en a. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans des prix littéraires à Toulouse, et il y avait des prix littéraires pour des ados, pour des jeunes, et j'étais étonné de garçons et filles de 14 ans qui avaient écrit des nouvelles absolument extraordinaires. Donc, il ne faut pas non plus être négatif et pessimiste. Hein, voilà. Oui, juste là en écho à ce qui a sauvé Rimbaud, enfin ça l'a pas tellement sauvé quand même, et je voudrais, quand il dit j'ai joué de bon tour à la folie, je repense à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et le rapprochement que tu fais avec la phrase de Freud, j'ai réussi là où le paradis échoue. Freud il réussit quand même. Rimbaud, à mon avis, ça marche pas. C'est quand même la folie qui a fini par lui jouer. Enfin, la folie qui n'arrive pas, puisque l'hypothèse c'est plutôt du côté du corps. Enfin, la revanche par le corps. Oui. Il y a quand même quelque chose qui échoue d'une certaine façon. Oui. Alors, je repense à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur l'immersion dans le chaos. Justement. Oui. Est-ce que c'est pas là l'écart? Enfin, est-ce que c'est pas là? Est-ce que là, on n'a pas une illustration de l'écart qu'il y a entre une immersion contenue dans un lieu d'interprétation, bien sûr, et qu'on regrette que bien Rimbaud sûr. ait rencontré Verlaine, quoi. Il aurait pu rencontrer. Dans une fiction, tu te fais rencontrer Freud, voilà. C'est dommage que ça ne Voilà, mais alors vraiment, tu me manges ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que moi, le chagrin que j'ai partagé avec Rimbaud, j'ai partagé son chagrin parce que je me suis dit exactement comme toi, à savoir, mais s'il vivait aujourd'hui, il y aurait au moins une oreille psychothérapique, voire psychanalytique, qui pourrait entendre tout ça et en faire quelque chose et le sortir de ce chaos, même après la fin, vers la fin de son écriture poétique. Et c'est en partageant de façon empathique, comme on peut le faire dans notre travail, ce chagrin, cette solitude aussi, parce qu'après quand il voyage en Europe, il est toujours tout seul. Je veux dire, à Chypre, il est seul. Je veux dire, en Afrique, il est seul. Que je me suis, pendant le confinement là, du Covid,
je me suis rendu compte que, en fait, Rimbaud, c'est ce que je disais hier soir, mais je vais le dire tout de suite. Rimbaud était, j'ai oublié la ville maintenant, à Stuttgart. À Stuttgart, après avoir définitivement fini la poésie, en 1875, il est à Stuttgart pour parfaire son allemand. Il avait appris l'allemand au collège, mais bon, il voulait parfaire son allemand. Et il voulait parfaire son allemand pour devenir précepteur, gagner un peu sa vie quand même. Et au bout alors ça c'est Rimbaud, au bout de 4 mois évidemment, il s'en va de chez le logeur chez qui il était, Monsieur Wagner, enfin qui était très bien, avec sa femme qui était très bien. Il décide d'aller, évidemment c'est Rimbaud, il décide d'aller au Soleil, en Italie. Et il prend le train, ça on sait, et après il traverse la Suisse à pied, monsieur. Hein, voilà, il faisait quasiment tout à pied, pour arriver à Milan. Et je regarde sur une carte et je me rends compte que de Stuttgart pour aller en Suisse, on passe par Bâle, en 1875. Et je me dis, tiens, en 1875, qui habite Bâle en 1875 que pourrait rencontrer Rimbaud? Voilà. Et je tombe sur Friedrich Nietzsche. Donc Rimbaud, 20 ans, 21 ans presque, et Nietzsche, 30 ans. Oh, je me dis, ça serait sympa s'ils se rencontraient ces deux-là. Donc j'invente cette rencontre, et voilà, je les fais dialoguer. Alors, c'est deux caractères de bien trompés, hein, donc je vous dis pas comment ça se finit. Mais formidable, parce qu'il part après donc en Italie, en Toscane, il revient par Rome, et là, on sait qu'il attrape la diphtérie, etc. Donc il est ramené par le consul, qui le met sur un bateau pour revenir en France, pour se faire soigner là. Donc il repart à Charleville, chez maman, etc. Il voit ses copains à Paris. Enfin bon, bref, il reste quelques mois là. Et après, évidemment, c'est Rimbaud, il décide de repartir. Mais il n'a pas le sou, comme d'habitude, mais toujours avec ce projet de percepteur. Et là, il a envie d'apprendre une nouvelle langue. Il paraît qu'il était très doué pour l'apprentissage des langues, l'anglais, l'allemand, et même l'arabe après, hein, une fois qu'il sera en Afrique. Et il dit à sa maman, je veux apprendre le russe. Donc j'ai besoin d'aller en Russie, c'est bien que si tu pouvais me payer le voyage. Et puis alors c'est très bizarre, parce que alors, lui, la Russie, au lieu d'aller directement sur Moscou, il va vers le sud, il se dit, je vais passer par la Bulgarie. Allez, je veux savoir pourquoi, même si les Bulgares ont une écriture cyrillique, c'est pas tout à fait le russe. Donc il décide de partir, et on sait, hein, je veux dire, c'est attesté, il y a tous les événements là-dessus, et il passe par Vienne, et il s'arrête à Vienne en 1876. Il reste 3 jours à Vienne en 1876. Alors, je me suis dit, ma mince, qui il y a à Vienne en 1876? Un certain Sigmund Freud. Mais Freud est né en 1856, alors que Rimbaud, fin 54. Et donc, c'est des ados tous les deux. Et Freud, alors je regarde, alors c'est fabuleux, parce que Rimbaud arrive fin mars à Vienne, et je regarde, parce que je relis Jones et tout ça, enfin bon bref, et je m'aperçois que Freud, fin mars 1876, donc, il prend le train lui-même. Il va à la gare, il prend le train pour aller à Trieste, parce qu'il est étudiant en 3e année de médecine, il va faire le... Voilà. Et je me dis, mais c'est incroyable, si ça se trouve, ils se sont croisés à la gare. Donc je les fais se rencontrer, voilà. Et après ça, je me suis dit, mais je suis content parce qu'il a quand même rencontré 2 personnes avec qui il a pu parler de tas de choses. Voilà. Voilà. Le roman s'intitule « Le silence n'est pas sans voix ». Voilà, Louis Weeks. Voilà encore une question ou une association Oui. Voilà, moi je voulais vous remercier parce que je trouvais que et les organisateurs de toute cette matinée de travail, parce que vous nous avez présenté, finalement, c'est une sauvagerie de l'inconscient et des deux côtés. En fait, d'un côté, on était dans une espèce d'inhibition, rétention au niveau du pulsionnel inconscient, puisque on a le sentiment que vous avez essayé de ranimer votre patient, et il y a quelque chose de ça qui était là. Et ça, en vous écoutant, je pensais à une patiente que je vois depuis plus de 20 ans, qui a fait énormément de travail, et qu'elle était dans le tissage, et maintenant elle est dans le crochet, et en passant par la peinture. Enfin, voilà. Et puis, en vous écoutant parler de Rimbaud, là par contre, il y avait ces moments fulgurants de créativité en écoutant Marie, et en même temps, il y avait un foisonnement pulsionnel comme ça, qui était très 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 difficile parfois à penser. Enfin voilà, donc j'avais le sentiment que vous répondiez en fait, que les 2 présentations aujourd'hui se répondaient, et voilà, et donc je trouvais que c'était très très riche. Merci beaucoup.
Voilà, alors avant de passer au prix Habert, je vais demander aux musiciens de venir encore nous jouer 2-3 minutes. Thank you.